Merci de nous suivre depuis chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été respectivement reçu par les chefs de l'État et le Premier ministre. C'est en présence du président de la Maison de la Presse et des fêtières de la presse que le président du SUNID a présenté sa traditionnelle vœu à la presse. En Afrique du Sud, la lutte contre le Covid-19 a entaché de corruption. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. L'Union africaine a entamé une médiation dans la crise qui persiste entre le Mali et la CEDEAO. La mission est d'ailleurs arrivée à Bamako à sa tête. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il a rencontré à Koulouba le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour discuter sur la situation politique au Mali. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle, a-t-il déclaré à sa sortie d'audience. Les détails avec Abdou Ouattara. Après plus d'une heure d'échange en présence des membres du cabinet présidentiel et de la délégation de l'Union africaine, le président de la commission a eu un tête-à-tête avec les chefs de l'État. À l'issue de la rencontre, Moussa Faki Mahamat, s'adressant à la presse, a souligné qu'il était venu en mission au Mali pour écouter, s'informer et échanger avec les autorités sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers les conseils paix et sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a entérimé un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur, a rappelé le président de la Commission de l'Union africaine. Selon lui, le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ces grands pays africains et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Moussa Faki Mahamat a tenu à rappeler que notre pays est un membre fondateur et de la CEDEAO et de l'Organisation de l'Union africaine, OUA. Notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère comme elle a été qualifiée par le Premier ministre et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie de crise, a-t-il insisté. Avant de souligner que le Mali depuis une dizaine d'années fait face à une crise sécuritaire qui s'étend d'ailleurs sur l'ensemble du Sahel. De ces faits, reconnaît-il, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali pour dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent, a déclaré Moussa Faki Mahamat. Auparavant, le président de la Commission de l'Union africaine avait échangé avec le Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Moussa Faki Mahamat a fait savoir que l'objectif de sa visite est de soutenir et d'accompagner le Mali à revenir à un ordre constitutionnel. Pour sa part, le chef du gouvernement a rappelé les aspirations de la population malienne. Il s'agit selon lui de la lutte contre l'insécurité, la corruption, l'impunité et de faire des réformes politiques et institutionnelle. Dr Choguel Koukala Maïga a expliqué qu'il est amiablement inscrit dans notre constitution que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Notre peuple compte sur l'Union africaine pour sortir de cette crise. Nous sommes convaincus qu'avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, nous trouverons la voie de l'entente, a affirmé Dr Choguel Koukala Maïga, et d'assurer que les peuples maliens, son gouvernement ne veulent pas tourner le dos à la constitution de l'unité africaine. Notre seul souci, c'est de rendre au peuple malien son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. Sans cela, toute la région va être déstabilisée, a insisté le Premier ministre, ajoutant que son gouvernement travaille pour faire en sorte que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique. La délégation du président de la Commission de l'Union africaine a aussi rencontré le corps diplomatique. Elle s'est rendue à la résidence du feu président Ibrahim Boubacar Keïta pour présenter ses condoléances à la famille.
Après Koulouba, direction à la primature où le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a aussi reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Il a expliqué être au Mali pour écouter les Maliens. Il a fait part au Premier ministre de la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali de concert avec la CEDEAO. Car selon lui, on ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. Écoutons le chef du gouvernement. Monsieur le Président, je sais que vous êtes venu pour écouter. Vous n'êtes pas venu, tel que je vous connais, comme un donneur de leçons ou un père fouettard. Vous êtes venu nous écouter, vous êtes venu chercher à comprendre la spécificité de la transition malienne. Comme on dit, un problème bien posé et à moitié résolu. Notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Même les plus grandes armées du monde n'ont pas été dans ces conditions. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination et de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes, d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engraine ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA, n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Aucune disposition de l'UEMOA. Et même il y a la disposition de l'article 4 du traité qui interdit ce qui est en train d'être fait à notre pays. Vous avez la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Toutes ces règles sont violées parce que notre peuple est à terre aujourd'hui. On veut nous humilier. On veut déstabiliser les institutions de la transition. C'est ce choc-là qui a motivé la grande manifestation patriotique du 14 janvier. Qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du Mali. L'objectif de ma mission, c'est le Premier ministre, et c'est de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation de l'Union africaine. Mais le tout, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, c'est de soutenir et d'accompagner le Mali comme il l'a lui-même décidé et demandé à revenir à un ordre constitutionnel. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face et fait face le Mali, ceux dans le continent africain, à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. Hier à Accra, pour rencontrer le président du Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO. L'Union africaine a pris part pratiquement à tous les sommets de la CEDEAO sur la question malienne. J'ai constaté dans nos échanges une volonté également, comme la vôtre, de bonnes dispositions pour discuter, pour trouver une issue à ce problème. Monsieur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali. De concert avec la CEDEAO et d'abord avec vous, avec le peuple malien. Je me répète, les accidents de parcours existent partout. Le plus important, c'est d'en tirer des leçons et en sortir plus aguerri. Je suis optimiste. Dans les discussions que j'ai eues avec le comité de suivi que nous avons mis en place, restreint ici, composé de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies. J'ai rencontré ce matin Monsieur le Premier ministre avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, les diplomates et les représentants des partenaires ici à Bamako.
j'ai constaté que tout le monde cherche une issue heureuse à cette brouille passagère que vous avez appelée avec la CEDEAO. Le président du Congrès national d'initiative démocratique, Muntaka Tall, a présenté sa traditionnelle vie à la presse malienne ce matin dans la salle de conférence du patronat en présence du président de la Maison de la Presse et des représentants des fêtières de la presse. Reportage Soumiyatara, Lajitraveri. Cette 23e année consécutive de présentation des vœux à la presse malienne a débuté avec l'hymne national du Séné de façon Yirwaton. Après, une minute de silence a été observée à la mémoire d'Amadou Tall. Je voudrais souhaiter que l'année nouvelle soit heureuse pour vous tous, vous qui vous battez quotidiennement pour préserver et consolider la liberté des presses, socle de toutes les autres libertés. Ces vœux s'adressent également à la presse régionale et locale qui, comme vous, ici à Bamako, s'est engagée dans la lutte contre le terrorisme, l'indépendance et la souveraineté du Mali et la préservation de nos valeurs socio, religieuses et culturelles. Mesdames et messieurs, le Mali, depuis la rectification de la trajectoire de la transition en mai 2021, a engagé un combat multiforme pour sa sécurité, mais aussi pour le respect strict de son indépendance, de sa souveraineté et de sa dignité. Pour ces combats déterminants, pour l'avenir et le devenir de notre pays, vous avez joué et vous êtes appelés à jouer un rôle de plus en plus crucial et de plus en plus déterminant. Conscient du rôle irremplaçable qui est le journalisme en tant que lanceur d'alerte et sentinelle vigilante pour la bonne gouvernance, la consolidation de l'état de droit et le respect des droits humains, le président de la Maison de la Presse n'a pas oublié de mentionner les violations des droits que subissent chaque jour les journalistes. Nous sommes en train aussi d'élaborer une loi pour nos chers amis de la presse en ligne, secteur qui n'est pas encore réglementé. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse indexer l'aide de l'État à la presse, comme c'est le cas avec les partis politiques, pour sortir effectivement de cette mendicité qui dépend de la volonté et de l'humeur du chef du jour. Si dans notre pays, la liberté de la presse semble préservée, et cette préservation est naturelle, cette préservation ne peut être placée au compte de qui que ce soit. C'est à placer à l'actif du monde démocratique malien créé après 1991. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'un apprenti dictateur peut essayer de remettre en cause la liberté de la presse au Mali. Nul ne peut l'accepter. Ce que nous pouvons dire, globalement, la presse malienne travaille sans entrave. Même si, dans certains pays, parties du pays, sous domination des groupes armés, sous domination djihadiste, entre guillemets, nous constatons effectivement que l'autocensure est des règles. Les gens sont obligés de travailler avec mesure, avec prudence, pour ne pas exposer leur vie. Pour le président de la CEPA, Bassidiki Touré, Maître Muntaka Tall reste un homme humble et digne qui reste engagé aux côtés de la presse malienne. Patriote qui est Maître Muntaka Tall est à féliciter pour ce combat qu'il mène aux côtés de la presse malienne. Vivement la traditionnelle présentation de vœux de 2023 à la presse, qu'Allah bénisse le Mali et maudisse les sanctions haineuses et inexplicables de la CEDEAO contre le vaillant peuple malien. Les forces armées maliennes continuent de monter en force. Des terroristes ont été neutralisés, des armes saisies au cours de plusieurs opérations appelées Kaletiki Soutoura. Des véhicules et des motos des groupes armés ont également été récupérés par les femmes. Suivons les détails.
Ces opérations menées de façon autonome par les FAMA ont permis d'interpeller 18 terroristes et de saisir des motos et des armes de guerre. Aussi, les patrouilles nocturnes dans la ville de Sikasso, celles des escortes et de sécurisation des véhicules de transport sur les routes nationales ont considérablement contribué à réduire la criminalité urbaine et les menaces de braquage des populations sur les principaux axes routiers de la région, a confirmé le commandant de zone qui a également souligné l'importance du déploiement des éléments du GMS dans la ville de Sikasso. Selon lui, ce facteur a réduit les accidents de la circulation pendant les fêtes de fin d'année. La montée en puissance de notre armée est évidente, car elle nécessite d'engager des victoires. Dans la région de Sikasso, plusieurs bases des terroristes ont été détruites dans les localités comme Zandigila, Tiere, Kabalé et Danderesso dans les cercles de Sikasso. Les écoles étaient fermées dans l'arrondissement de Danderesso à cause des menaces des terroristes et les élèves de cette localité ont été obligés de passer les examens du DF dans la commune de Sikasso. Mais avec les dernières opérations des FAMA dans cette zone, le commandant de la 8e région militaire rassure les populations et les invite à vaguer à leur occupation tout en collaborant efficacement avec les forces armées dans le cadre des informations. À présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Depuis 2 ans et la première attaque de Kafolo en juin 2020 qui a fait 14 morts dans les rangs des militaires ivoiriens, le nord-est de la Côte d'Ivoire est aux prises avec le terrorisme. De l'autre côté de la frontière ivoirienne, au Burkina Faso, les terroristes s'en prennent aux civils. Leur exaction provoque l'exode des villages entiers. Beaucoup de ces déplacés burkinabés traversent la frontière vers la Côte d'Ivoire. Tougbo, localité de 20 000 habitants, accueille ainsi 6 000 réfugiés burkinabés. Tougbo se trouve au cœur de la zone ivoirienne où sévissent là aussi les terroristes. Un militaire a été tué dans une attaque ici il y a 6 mois, mais les terroristes préfèrent les villages plus petits et les embuscades sur les axes. C'est dans ce contexte que Tougbo voit arriver depuis le mois de mai des milliers de réfugiés burkinabés et aussi aux prises avec le terrorisme dans leur pays. La première vague est arrivée le 17 mai suite aux frappes terroristes par l'armée burkinabé à Alioudougou. Il y a une deuxième vague en novembre avec près de 3000 personnes et puis une troisième vague, la plus grande depuis le 2 janvier. Aujourd'hui, on dénombre environ 6000 personnes. Il faut dire merci aux populations de tous bords qui ont accepté spontanément d'accueillir tous les réfugiés. Aucun réfugié ne dort dehors, a souligné Adé Issouf Dao, sous-préfet de Tougbo. Au Burkina Faso, il y a 3 semaines, après une journée de marche avec toute sa famille et ses voisins, ville de certains de leurs parents, Tougbo ainsi que sa présence militaire les ont rassurés. On était chez nous quand on a appris que le village voisin avait été attaqué. Donc tout le monde dans notre village est parti pour venir ici à Tougbo. Moi je ne connaissais personne, mais quand on est arrivé, on est allé se confier à un monsieur qui a cherché une maison pour nous loger. Tant que ces histoires du terrorisme continueront, on restera là. On ne rentrera pas au Burkina Faso. Dès qu'on a vu les militaires ici, on a été rassurés. Témoin un réfugié. L'annonce de la cérémonie d'intronisation d'un nouveau chef de canton dans la province a mis le feu aux poudres. Mardi 25 janvier, une foule d'habitants s'est fait violemment disperser par les forces de l'ordre. La veille, des manifestations avaient éclaté dans la ville pour demander l'annulation de la création de ce canton. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, 5 personnes sont mortes et une trentaine blessées. Des tirs nourris ont été attendus à Abidjan aux environs de 8 heures, rapportent des témoins sur place. Il s'explique que plusieurs pick-up de militaires ont tiré en l'air pour disperser une foule d'habitants réunis au cimetière pour enterrer leurs proches. La veille, des centaines de manifestants avaient été dispersés par les foules de l'ordre qui ont tiré à balles, par les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles selon des sources locales. Au moins 5 personnes sont mortes et une trentaine
d'autres blessés, selon la Commission nationale des droits de l'homme, qui déplore des actes de violence de la part des manifestants et une réponse disproportionnée des militaires. D'autres sources locales évoquent un bilan plus lourd. Les autorités, elles, n'ont pas souhaité réagir. À l'origine de cette colère, l'annonce de l'intronisation du chef de canton de Bani Halba. Ce nouveau canton ne respecte pas les règles coutumières selon les manifestants qui expliquent qu'il empiète sur des cantons déjà existants. Un calme tendu régnait dans l'après-midi. Les réseaux mobiles et internet sont coupés dans la ville. Les boutiques et les écoles sont restées fermées. Le porte-parole du gouvernement explique qu'il n'a voulu s'exprimer pour le moment, mais précise que la situation est prise très au sérieux. En Afrique du Sud, la présidence a rendu public ce mardi un rapport d'enquête sur les affaires de corruption liées à la pandémie de Covid-19. L'unité des enquêtes spéciales, une institution qui traite spécifiquement ce type d'affaires, a depuis juillet 2020 étudié avec attention plus de 5000 contrats publics en lien avec la pandémie. Et ce rapport final indique que plus de 60% d'entre eux sont frauduleux. Du matériel de protection contre le virus surfacturé, de mauvaise qualité, des contrats octroyés à des proches ou signés avec des sociétés écrans. Le rapport de l'unité des enquêtes spéciales retrace avec soin l'ensemble des transactions spécieuses réalisées par les autorités locales ou nationales dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et la facture finale est salée pour l'État sud-africain. L'ensemble des contrats jugés frauduleux représente un total de près de 500 millions d'euros. La conclusion afflige le président Cyril Ramaphosa, qui dénonce les individus et les institutions qui ont cru pouvoir exploiter un moment de vulnérabilité nationale pour s'enrichir. L'entourage du chef de l'État n'a d'ailleurs pas été épargné, puisque le rapport revient sur deux affaires concernant l'ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize, et le mari de la porte-parole de la présidence. Les conclusions de ces rapports sont désormais entre les mains de la justice pour des poursuites, des sanctions et la possible récupération d'une partie des fonds. La tension continue de grimper dans les dossiers ukrainiens. À une journaliste qui lui demandait mardi 25 janvier s'il pouvait envisager des sanctions personnellement, le président russe en cas d'invasion de l'Ukraine, Joe Biden, a répondu oui, puis je vais le concevoir. Si la Russie envahit tous les pays, que cela ignorera d'énormes conséquences et cela changerait le monde, a encore indiqué le président américain. Il a toutefois fixé une nouvelle fois les limites de toute riposte américaine. Nous n'avons pas l'intention de déployer des forces américaines ou de l'OTAN en Ukraine, qui n'est pas membre de l'alliance militaire occidentale. Sur le plan économique, en revanche, les États-Unis sont prêts à taper fort. Il n'est plus question de réponse graduée. Cette fois, nous commencerons d'emblée par le haut de l'échelle des sanctions, a dit un haut responsable de la Maison-Blanche hier mardi. Washington cherche à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine, accusé d'avoir massé plus de 100 000 militaires à la frontière de l'Ukraine. Le président russe veut bousculer l'emprise américaine sur l'équilibre militaire et stratégique en Europe et particulièrement à l'Est. Après avoir mis en alerte 8500 militaires susceptibles de renforcer très rapidement les rangs de l'OTAN, les États-Unis ont mis en scène mardi une livraison d'équipements militaires à l'Ukraine. Washington a également averti la Biélorussie qu'elle s'exposait à une riposte rapide et ferme si elle laissait la Russie utiliser son territoire pour attaquer l'Ukraine. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, sur ce même plateau, même heure, avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée à tous.